On va passer sur le deuxième volet, c'est-à-dire l'impact du changement climatique sur le système alimentaire. On va avoir un petit peu un retour en arrière, une vision globale du changement climatique que va nous faire donc Jean-François Sousana, qui est directeur scientifique environnement à l'INAMA et membre du GIEC. Voilà. Merci. D'accord, merci Catherine. Bonjour à tous. Je vais essayer de brosser un petit tableau général, alors effectivement des impacts du changement climatique, des adaptations, mais aussi en retour des émissions de gaz à effet de serre, et j'insisterai un petit peu sur les sols, et à la fin j'essaierai de fournir une vision qui m'est personnelle finalement, et qui est un peu intégrée sur les changements qui pourraient avoir lieu. Donc voilà le plan. Je commence par la question des impacts. Donc, ce que nous avons observé dans le dernier rapport du GIEC, et c'est pour la première fois, c'est que nous avons d'ores et déjà des impacts du changement climatique sur les rendements de grandes cultures qui sont sensibles au niveau mondial. Donc, ce graphe entend vous montrer que pour le blé, d'une part, pour le maïs, d'autre part, la variation médiane des effets du changement climatique sur les rendements de ces espèces depuis les années 1980 indique qu'il y a eu un effet négatif de moins 2% par décennie pour le blé et moins 1% par décennie pour le maïs, et ceci a créé donc un ralentissement dans la progression des rendements mondiaux. En revanche, il n'y a pas d'effet significatif pour le soja ni pour le riz. Et vous voyez que par ailleurs, il y a bien sûr de la variabilité selon les zones géographiques, selon les études. Mais le signal est tout de même détectable dans le cas du blé et du maïs. Au-delà de la question des variations moyennes, il y a bien sûr la question de la variabilité. Et c'est très probablement ce qui nous préoccupe le plus. Cette variabilité, on peut l'illustrer par des événements de grande ampleur, comme la sécheresse et la canicule qui ont touché l'Europe en 2003, qui n'avait pas d'équivalent statistiquement depuis les années 1500, et vous avez ici l'anomalie de température détectée par satellite, qui atteint de l'ordre de plus 6 degrés dans pas mal de régions en France. On doit être aux alentours de la fin juillet ou du mois d'août à cette période-là. Ça s'est déplacé ensuite vers l'Europe centrale. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu moins 20, moins 30% sur les rendements en 2003, et donc des pertes économiques importantes. En 2010, un phénomène qui est analogue, qui s'est produit cette fois en Russie, qui n'avait pas non plus d'équivalent depuis plusieurs siècles, qui s'est traduit par des incendies de forêt extrêmement violents, donc d'ailleurs une pollution atmosphérique qui s'est ajoutée aux effets de la vague de chaleur pour la santé. Et on a eu également des pertes de récoltes tout à fait importantes. Les statistiques n'ont pas été disponibles au départ, mais on peut estimer après plusieurs années que c'était également de l'ordre de moins 25%. Ce qui s'est produit, c'est que les autorités russes ont décidé de stopper les exportations, parce qu'elles avaient des craintes pour, disons, la sécurité alimentaire des populations, et on va en parler tout à l'heure, cela a eu un impact profond sur les marchés mondiaux. Autre exemple, l'été 2012 aux États-Unis, vous voyez que pratiquement partout il y a une vague de chaleur, mais il y a aussi une sécheresse marquée. Et puis cette sécheresse, vous en avez entendu parler, j'imagine, dans les médias, s'est prolongée pendant plusieurs années. Et en particulier, la Californie est profondément affectée. On peut presque se demander si les changements sont vraiment réversibles ou pas. Il faut indiquer que les projections climatiques indiquent un assèchement du sud-ouest des États-Unis. Mais il y a une sorte de rupture qui apparaît. Alors, lorsque l'on regarde les impacts sur les prix alimentaires, il faut d'une part être très prudent parce qu'il y a beaucoup de facteurs économiques qui jouent et disons qu'il faudrait parler en détail de ces facteurs. Il y a la réduction des stocks physiques, il y a la libéralisation des marchés mondiaux, donc des changements qui ont affecté les marchés, mais pas mal d'observateurs pensent que la réduction des exportations de l'Australie qui s'est produite fin 2006 a déclenché, a servi de catalyseur, si vous voulez, pour un phénomène qui se serait peut-être produit plus tard, mais qui s'est produit à ce moment-là, de remontée brutale des prix mondiaux, qui a donné donc lieu en 2007-2008 à une séquence d'événements d'assez grande ampleur, puisque
il y a eu une augmentation de l'insécurité alimentaire, il y a eu ce qu'on a appelé les émeutes de la faim, et vous savez que ça a déstabilisé finalement une série de pays qui étaient particulièrement sensibles. Alors bien sûr, il faut être très prudent sur ces causalités, elles ne sont que partielles, il y a d'autres causes, etc. Mais enfin, il y a tout de même une certaine corrélation au moins. Alors j'avais cité l'arrêt des exportations de la Russie en 2010, et vous voyez que juste après, on a un rebond du niveau des prix, qui était redescendu en 2009, mais qui remonte brutalement en 2010. Donc beaucoup d'observateurs ont pensé que là aussi ça avait déclenché cette remontée, et il faut indiquer qu'à cette période, d'autres pays ont stoppé leurs exportations par crainte, disons, d'avoir une insécurité alimentaire qui se propage. Donc c'est cet effet-là qui a conduit d'ailleurs le G20 agricole à dire attention, on est en train de créer des volatilités tout à fait excessives, il faut des mesures qui permettent une meilleure transparence des marchés, il faut un meilleur suivi des récoltes pour comprendre ce qui peut se produire, et en gros, il faut essayer de créer des amortisseurs. Alors je crois que la France avait dit qu'il faut reconstituer des stocks physiques, mais nous n'avons pas été suivis. Voilà. Alors pourquoi c'est préoccupant tout ça? C'est évidemment déjà parce que ça a lieu, et que au fond, la FAO nous dit qu'il y a de l'ordre d'une centaine de millions de personnes en plus qui ont été exposées à de la sous-nutrition chronique à cause de la remontée brutale des prix, donc il y a vraiment une incidence. Mais lorsque l'on regarde l'ensemble des études disponibles, alors là c'est de la modélisation, on se tourne vers l'avenir, on voit que la distribution des rendements selon les années serait modifiée. Elle serait modifiée avec des courbes présentant des queues de distribution plus fortes pour les faibles rendements, autrement dit une probabilité accrue d'avoir des rendements très faibles certaines années. Donc si vous prenez un seuil de baisse de rendement de l'ordre de 10% par rapport à la moyenne mondiale, et ça c'est très important comme signal, eh bien cela se produirait non pas tous les 100 ans, mais selon les projections des modèles, cette baisse de 10% du rendement moyen mondial pourrait se produire tous les 30 ans. Ça c'est un rapport qui a été fait par, d'ailleurs, c'est intéressant à noter, les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais plutôt par les affaires étrangères, pas par, enfin il y a une préoccupation qui est politique, qui n'est pas simplement agricole. Et donc c'est finalement la synthèse la plus récente qu'on ait sur les risques, et je dirais qu'on pourrait ajouter d'autres choses qui ont été faites par les assureurs qui disent un peu la même chose, ils disent attention, on a vraiment des risques, ça peut affecter les marchés mondiaux, même les bourses, etc. Enfin ils voient ça comme des scénarios éventuellement catastrophiques. Alors qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Eh bien beaucoup de choses qu'on ne sait pas tout de même. Et en particulier, on ne sait pas du tout où les impacts régionalement vont se produire. Alors si je vous illustre ça, en prenant des travaux de modélisation du Centre commun de recherche de la Commission européenne, à ISPRA, ici vous avez une carte avec des couleurs chaudes qui indiquent des baisses de rendement du blé aux alentours de 2030, dans certaines régions d'Europe, Europe centrale, Espagne par exemple, avec un premier modèle climatique. Et avec un second modèle climatique, pas de chance, c'est pas du tout les mêmes régions. Donc, tout simplement, pour des raisons qui sont un petit peu intrinsèques au caractère stochastique du système climatique, on a des incertitudes sur la répartition future des précipitations. Je vous expliquerai tout à l'heure que y a des choses que l'on sait. On sait par exemple que le bassin méditerranéen va s'assécher, ça c'est à peu près certain. Par contre, ce qui peut se produire en Europe centrale, c'est assez incertain. Ce qui peut se produire dans les îles britanniques ou dans la partie qui est Benelux, etc., ou Danemark, c'est assez incertain. Voilà. Donc, on est bien embarrassé ensuite pour avoir des scénarios d'adaptation qui soient extrêmement déterministes. Pour dire, bon, là, on est sûr que ça va se réchauffer. Alors ça, oui, ça va se réchauffer, ça, il n'y a pas vraiment d'incertitude. Mais on est sûr qu'on aura des sécheresses fortes. Ça n'est pas toujours quelque chose que l'on peut affirmer. Et puis, il y a la question de l'adaptation. Alors, dans les modèles, l'adaptation apparaît souvent comme un levier puissant. Et je prends cet exemple pour vous dire que tout ce qui était rouge, sans adaptation, devient vert. Donc, finalement, des bénéfices pour les rendements dans cette étude relativement récente du GRC, du Centre commun de recherche. Et que font-ils en fait pour créer de l'adaptation dans le modèle? Ils sèment plus tôt et ils changent de variété. Donc ils vont esquiver principalement la sécheresse et la canicule qui se développent en été. Alors faut-il y croire? C'est une vraie question.
Eh bien, je ne suis pas sûr, malheureusement, qu'il faille complètement y croire. Et j'en prends pour exemple, et c'est un exemple malheureux, ce qui s'est produit cette année en France. Nous avons eu une réduction du rendement du blé de 30%, nous avons eu une perte des récoltes grandes cultures, en fait c'est céréales, mais je crois qu'il y a aussi les protéagineux dans cette statistique, de 20%. Donc c'est vraiment une année catastrophique. Il y a eu aussi des dommages, comme vous le savez, en viticulture et en arboriculture. Alors pourquoi est-ce que c'est une année catastrophique ? Eh bien c'est dû au climat évidemment, mais ça n'est pas quelque chose de simple. On a eu déjà un hiver particulièrement doux, ce qui fait que les cultures ont pris beaucoup d'avance. On s'est retrouvé avec un blé qui avait pratiquement 3 semaines d'avance, et au moment de la floraison, il y a eu une vague de froid qui est arrivée dans pas mal de régions, et cette vague de froid en elle-même n'était pas statistiquement surprenante, mais comme la culture était très en avance, c'était pas de chance, elle était en train de fleurir. Et ça, au moment de l'anthèse, quand le blé est soumis à des basses températures, il y a vraiment des dommages en termes de formation des grains. Ensuite, la série catastrophe s'est poursuivie. On a eu des précipitations incroyablement intenses au printemps. Donc là, on est vraiment dans l'anomalie statistique. On était sur des choses qui n'avaient pas d'équivalent depuis 50 ou 100 ans. On a eu donc une hypoxie racinaire forte, un engorgement des sols, ce qui ralentit la croissance racinaire, mais aussi la croissance aérienne. Dans le même temps, il y avait très peu de rayonnement, donc le remplissage des grains n'a pas été bon. Et puis bien sûr, dans ces conditions particulièrement humides, on a eu une pression des maladies fongiques extrêmement forte. Donc des difficultés pour contrôler le développement de ces maladies. Entre parenthèses, c'est pas très bon non plus pour Ecophyto, parce qu'évidemment les gens ont beaucoup traité. Bon, alors, en plus, et c'est là que malheureusement c'est pas non plus incohérent avec le changement climatique, l'été a été chaud et sec, et là ça a touché les cultures d'été. Donc, on est un peu dans un worst case scénario, comme disent les anglo-saxons. Le seul problème, c'est qu'il est arrivé cette année. Et le seul problème aussi, c'est qu'il n'est pas incohérent avec les tendances du changement climatique. Un hiver doux, beaucoup de précipitations intenses au printemps, et ensuite un été qui peut être sec et chaud. Alors on peut dire que la France n'était pas adaptée, que si on arrive à s'adapter, on sera plus résilient, et ainsi de suite. Je le souhaite très sincèrement. Mais je crois que ça pose une question assez fondamentale, c'est-à-dire de quelle adaptation parlons-nous ? L'adaptation dont je vous parlais ici, qui consiste à semer plus tôt et à changer de variété, je ne pense pas qu'elle aurait permis de résoudre ces problèmes-là, qui sont beaucoup plus complexes. En semant plus tôt, eh bien, on aurait été touché par la vague de froid. En changeant de variété, ça n'aurait sans doute pas permis de résoudre les problèmes liés à l'anoxie et ainsi de suite. Donc ça nous montre que des systèmes très spécialisés, qui reposent finalement sur une espèce, sur une variété, etc., sont particulièrement sensibles, voire vulnérables à ces épisodes de variabilité climatique. Donc je reviens sur les projections et sur les incertitudes. Donc voici tout d'abord la fréquence des canicules telle qu'elle est projetée par un ensemble de modèles climatiques dans un scénario, disons, moyen et dans un scénario de fort réchauffement. Donc dans le scénario de fort réchauffement, on a vraiment une multiplication des canicules, tout particulièrement dans le bassin méditerranéen, mais finalement ça peut toucher une grande partie de l'Europe. Dans le scénario modéré, eh bien, on en a beaucoup moins tout de même, selon les modèles dont nous disposons. En ce qui concerne les fortes précipitations, on retrouve le contraste entre les scénarios. C'est beaucoup plus marqué, évidemment, quand on est en scénario de fort réchauffement. Donc, le 8.5, ça nous conduit à 4 degrés à la fin du siècle en moyenne mondiale. Et là, on est un peu en deçà de 3 degrés. Mais on a beaucoup de précipitations intenses tout de même dans ce scénario. La localisation, alors il faudrait arriver à lire les hachures, parce que, si vous voulez, quand c'est hachuré dans les deux sens, c'est à la fois significatif et robuste. Donc si vous avez des bons yeux, vous arriverez à lire les zones de la carte où les hachures sont dans les deux sens, et ça vous dira qu'on est à peu près convaincu que ça se passera comme ça. Et puis ensuite, vous avez l'intensité des couleurs qui vous donne l'intensité du phénomène. Bon, maintenant, les sécheresses, là, dans les deux cas, c'est tout de même très net. C'est bien le sud de l'Europe, le nord de l'Afrique, l'Afrique du Nord, pardon. Donc, on va en entendre parler, je crois, tout à l'heure par Bertrand.
On verra les conséquences que ça peut avoir, mais là, les tendances sont malheureusement concordantes et significatives entre les modèles. Donc la grande question, c'est bien sûr comment va-t-on s'adapter. Alors une première piste, c'est d'observer. On peut observer grâce au satellite Sentinelle avec un temps de retour tous les 10 jours, avec une résolution spatiale de 20 mètres. On a maintenant, alors là la résolution est nettement moins bonne, elle est plutôt kilométrique, l'humidité du sol avec le satellite SMOS, donc en micro-ondes. Et on a un beau projet qui est soutenu à la fois par l'ESA et par la NASA, qui est à l'initiative de l'INRA, qui fait de l'imagerie infrarouge du statut hydrique des plantes. Donc la vision qu'on a, c'est de parvenir à avoir un suivi régulier durant la saison de l'état de développement, de l'état hydrique également des cultures et des prairies, et on peut imaginer que l'on ait des services qui soient fournis aux agriculteurs qui leur permettent, disons, de tenir compte de cette information pour changer un itinéraire, changer une dose d'engrais, des traitements et ainsi de suite. L'autre facteur, bien évidemment, c'est la génétique. Donc il y a beaucoup de programmes en ce moment, en particulier dans le cadre de partenariats publics-privés dans les programmes d'investissement d'avenir. Il s'agit d'aller de la génomique jusqu'au phénotypage, et finalement de travailler la tolérance au déficit hydrique, la tolérance aux températures élevées, voire de faire ça dans un environnement qui reproduirait la concentration en CO2 que l'on aurait à l'avenir. Donc on a en particulier une plateforme de phénotypage à Clermont-Ferrand qui permettra de combiner à terme le réchauffement, la sécheresse et l'augmentation du CO2. Donc vous pouvez faire ça au champ et vous pouvez faire ça bien sûr aussi dans des serres avec à chaque fois des méthodes de criblage des plantes et de leurs traits. La deuxième piste, c'est ce qui tourne autour de l'agriculture de précision. Il s'agirait d'avoir, on en a parlé, donc de la sélection. Je parlais des végétaux, mais il faut aussi parler des animaux. De la sélection pour la tolérance aux températures élevées. Mais si vous voulez, il faut tout de même observer que pour l'instant, nous avons des corrélations négatives entre la tolérance aux températures élevées, que ce soit chez les plantes ou chez les animaux, et la performance aux températures habituelles. Donc on a des difficultés à optimiser à la fois la productivité maximale et la tolérance aux facteurs de stress, que ce soit les températures élevées, que ce soit le déficit hydrique. Donc vous voyez que l'adaptation ici peut intervenir avec un certain coût et avec des choix qui peuvent être assez difficiles. Est-ce qu'il faut prendre un matériel génétique le plus performant possible avec une prise de risque dans les années défavorables, ou est-ce que l'on s'oriente vers un matériel qui est tolérant aux facteurs de stress, mais qui nous fera perdre finalement en rendement, en production, les bonnes années? Évidemment, on doit travailler d'autres effets, il faut économiser l'eau, il faut mieux utiliser les nutriments, et on va parler des sols ensuite, pour dire que dans ce contexte, il est impératif d'adopter des mesures sans regret concernant la conservation des sols et de l'eau, donc une gestion intégrée de l'eau au niveau du bassin versant, probablement des mesures de type agriculture de conservation où on s'efforce de préserver la structure du sol, sa matière organique, en ayant une couverture la plus continue possible du sol pour éviter des effets d'érosion qui seront renforcés par le changement climatique. Et on peut aussi penser à avoir des systèmes qui sont plus intégrés et qui offrent un effet de protection du sol. Alors il y a des systèmes d'agroforesterie, il y a des systèmes d'intégration agriculture-élevage où on a des prairies, donc un couvert permanent. Tout ça peut favoriser, je dirais, cette adaptation qui est une adaptation préventive qui vise à conserver les ressources pour mieux passer les caps que l'on a ensuite avec les anomalies climatiques. On peut bien sûr mettre en avant la diversification. Ce qui s'est passé cette année en France, c'est aussi le résultat de systèmes très spécialisés. S'il y avait une plus grande diversité d'espèces, des rotations plus longues, des assolements plus diversifiés, on aurait sans doute moins d'impact une année donnée. On peut imaginer que la diversité, utiliser des associations végétales, utiliser des mélanges de variétés, ça peut permettre de mieux passer, parce que là encore ça diminue un petit peu les risques.
Et puis, c'est le cas aussi pour Ecophyto, il faut réfléchir à des solutions de diversification des paysages. Si vous avez des infrastructures agroécologiques, si vous avez des assolements diversifiés, vous avez habituellement une réduction de la pression des pathogènes, des ravageurs. Enfin, c'est pas universel, bien évidemment, mais ça peut être un effet que l'on obtienne et qui permettent, disons, aussi de l'adaptation. Puisque j'ai pas vraiment le temps d'en parler, mais parmi les risques, il y a aussi le changement des spectres en termes de maladies et de ravageurs, avec en santé animale des maladies émergentes et réémergentes, et pour la santé végétale, des réductions de certains types de maladies, mais des augmentations d'autres types. Alors pourquoi dans certains contextes c'est important? Là vous avez un exemple en Amérique centrale qui permet de voir les impacts d'un ouragan. Donc les ouragans, c'est pas forcément directement relié au changement climatique, mais enfin, c'est un exemple qui montre que sur des sols qui ne sont pas, qui sont laissés à nu, qui sont en pente, on a des effets d'érosion massifs dans ces conditions d'ouragan, alors que lorsque l'on a une agriculture qui comprend des terrasses, qui comprend des arbres, on a une protection du sol qui est bien meilleure. Donc d'une manière générale, si l'on regarde l'adaptation, on peut s'interroger sur les stratégies en fonction du niveau des risques. Donc il y a tout d'abord un niveau modéré de risque, où on estime en général que c'est à l'agriculteur de faire face, puis un niveau intermédiaire où on pense que des stratégies d'assurance sont nécessaires, et enfin des dommages marqués qui rentrent dans la catégorie market failure, donc disons que c'est à l'État de compenser, puisque les marchés ne sont pas en mesure d'apporter une compensation. Dans ces différents cas, l'adaptation peut être ici à la marge, ça peut être des adaptations, disons, tactiques, on peut changer la variété, on peut changer la date de semis. Ici, on voit que le système dans son ensemble est menacé, donc il faut commencer à réfléchir à des changements de ces systèmes de production. Et il est possible que si on a de manière trop fréquente des dommages marqués, on soit obligé de réfléchir à des transformations des systèmes agricoles. Donc on est probablement ici plutôt dans des mesures de type éco-efficience, agriculture de précision, le monitoring avec les satellites et ainsi de suite, la génétique. Et ici, on est probablement déjà dans des transformations de systèmes qui doivent préserver les sols, les ressources en eau, qui doivent être plus diversifiées. Et c'est probablement plutôt du côté de l'agroécologie. Donc je viens au deuxième volet, c'est la réduction des gaz à effet de serre en agriculture. Alors ici je voudrais vous rappeler que l'accord de Paris va être ratifié le 4 novembre. Donc ça c'est déjà extraordinaire en soi. Par comparaison, on peut dire que le protocole de Kyoto a pris 8 ans pour être ratifié. Donc là vous avez un accord universel qui comprend tous les pays et qui est ratifié au bout d'un an. C'est réellement spectaculaire. Donc l'accord de Paris, c'est bien sûr très important pour le climat, mais ça n'est pas suffisant, et tout le monde le reconnaît. Alors pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, vous avez ici la trajectoire des émissions, donc c'est hors secteur des terres, mais enfin c'est l'ensemble des émissions. Si aucune négociation n'intervenait, vous avez ici les engagements qui sont pris au titre de l'accord de Paris, mais vous avez ici, en bleu, donc ça correspond aussi à l'incertitude, la trajectoire qu'il faudrait adopter pour être en 2030 bien engagé sur la trajectoire des 2 degrés. Donc nous avons en réalité un déficit qui est estimé par le PNUE à 12 milliards de tonnes de CO2 équivalent qui vont manquer pour être dans la trajectoire des 2 degrés en 2030 au terme de l'accord de Paris tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc des efforts additionnels vont être demandés au pays, mais pas sûr que ce soit possible. Et on voit bien que pour notre secteur, le secteur des terres, qui comprend l'agriculture, la forêt, les usages des sols, eh bien nous aurons des demandes considérables pour contribuer à cet effort. Pourquoi effectivement des demandes considérables? Parce que 129 pays ont inclus ce secteur des terres dans leurs engagements nationaux pour l'accord de Paris, et cela représente un quart de l'effort cumulatif d'atténuation qui a été rapporté par les États. Donc, contrairement à ce que pas mal de gens pensent, eh bien, notre secteur est profondément concerné par cet accord. Voilà, donc on n'a pas encore compris ce qui allait se passer, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes techniques, voilà. Et je pense que c'est réellement un tournant, y compris pour notre secteur.
Alors je reviens un petit peu sur la contribution de ce secteur et les efforts qu'il a pu faire. Donc il y a une bonne nouvelle, c'est que dans le dernier rapport du GIEC, vous pourrez observer qu'il y a un graphe qui indique les émissions de CO2 par kilo de produit depuis les années 60. Alors on va prendre la viande de bœuf. Dans les années 60, c'est 7,5 kg d'équivalent CO2 par kilo de viande rouge. Et dans l'estimation qui est faite ici, au niveau mondial, on passe en deçà de 6 kg pour la décennie 2000-2010. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que les systèmes de production sont plus efficients, qu'ils émettent moins d'équivalent CO2 par kilo de produit. Les barres des autres produits vont dans le même sens, je ne détaille pas. Mais cette tendance n'est pas du tout suffisante. Elle est inférieure à 1% par an, si vous voulez. Et en fait, pour être cohérent avec ce qui est demandé comme effort de réduction, il faudrait plutôt être à 4% par an. Donc on parle bien d'un différentiel important. Lorsque l'on a fait un exercice qui est intégré avec le secteur de l'énergie pour essayer de comprendre quelle pouvait être l'ambition pour notre secteur, eh bien ce qui ressort des modélisations intégrées, intersecteurs, c'est qu'il faudrait que notre secteur se prépare à un effort de réduction de l'ordre d'1 milliard de tonnes de CO2 équivalent par an d'ici à 2030. 2030, c'est très rapide, hein, tout de même. Et ce qui est un peu embêtant, c'est qu'avec les mesures que l'on connaît, enfin je veux dire qui sont réellement déployables, il ne s'agit pas de mesures où il faut encore de la recherche, c'est des choses qu'on peut mettre en place directement, et compte tenu aussi du coût de ces mesures, on pense que l'effort de réduction pour le N2O, le protoxyde d'azote, et pour le méthane ne représente que 21-40% de ce milliard de tonnes. Ce qui nous indique que nous ne pouvons pas compter simplement sur des efforts portant sur ces deux gaz. Il faut trouver autre chose. Alors, évidemment, on est aujourd'hui dans un séminaire alimentation et changement climatique, donc il est tout à fait légitime de dire il y a des choses que l'on peut faire en réduisant les pertes et gaspillages, il y a peut-être des transitions alimentaires, je suis d'accord. Et il y a quelque chose aussi qui manque sur ces graphes, c'est la possibilité de stocker du carbone dans le sol. Alors je ne vais pas parler tellement des transitions alimentaires, mais je vais parler de cette option-là. Les sols, en effet, contiennent 2 à 3 fois plus de carbone que l'atmosphère. Vous avez ici la distribution de ce stock de carbone du sol au niveau mondial. Et évidemment, toute variation, même faible, de ce stock a donc des répercussions sur le CO2 atmosphérique. Donc en préparation de la COP21, on a travaillé avec le gouvernement sur disons, une initiative qui concernerait le stockage de carbone dans le sol. Ça nous a permis de revenir sur l'argumentation dans la littérature scientifique, d'observer que le GIEC annonçait un potentiel de stockage de carbone dans les sols agricoles équivalent à 1,4 milliard de tonnes qui peuvent être stockées annuellement par an, et d'observer que cela représentait 0,48% du stock de carbone dans l'horizon de surface, ici pris sur 0,40 cm. Et si vous voulez, c'est comme ça que l'idée du 4 pour 1000 est apparue, en se disant, finalement, on a ce potentiel qui est 0,4% par an. Si on le prend pour les sols agricoles, c'est déjà considérable, mais si l'on inclut les sols forestiers, si l'on inclut les sols désertifiés, dégradés, etc., on se rend compte que c'est encore beaucoup plus important, et je n'ai peut-être pas montré tous les détails, mais cela peut ralentir beaucoup la progression du CO2 atmosphérique si on était en mesure de déployer cette initiative à grande échelle. D'autre part, on sait qu'environ 80%, là encore d'après les chiffres du GIEC, du stockage de carbone dans les sols agricoles pourrait être obtenu de manière compétitive en termes de coût à un prix de $100 la tonne de CO2, soit un prix qu'on pourrait atteindre selon les modélisations, dans un scénario 2 degrés en 2050. Mais il n'y a pas que des arguments sur le carbone. Ce qui est très important, c'est de rappeler que la moitié des sols agricoles sont aujourd'hui dégradés, que pour remplacer les nutriments qui sont perdus par la dégradation des sols et par l'érosion, on a des coûts annuels qui sont estimés entre 100 et 200 milliards de dollars par an, donc des coûts tout de même très importants pour le secteur qui viennent de la dégradation des sols, et que en restockant du carbone dans la matière organique, on pourrait augmenter la production,
au moins dans les sols dégradés, les pays en développement, de 20 à 40 millions de tonnes par an pour les grains. On a aussi pas mal d'évidences montrant que la variabilité des rendements est réduite lorsque l'on restaure les sols. Alors on a travaillé aussi sur ce point avec des collègues de IIASA pour parvenir à une modélisation des effets intégrés que ça pourrait avoir. Et ici, vous avez un graphe qui vous présente tout d'abord le potentiel de réduction en milliards de tonnes de CO2 équivalent par an dans le secteur agricole, et d'autre part, les pertes en calories que cela pourrait entraîner. Alors pourquoi des pertes en calories? C'est que si vous opérez sur la réduction du méthane et du protoxyde d'azote, et que vous utilisez des instruments économiques, vous allez taxer très probablement les émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Si vous taxez, d'après les calculs des modèles économiques, ça fait monter les prix. Et peut-être que ça n'est pas si grave que ça en Europe ou aux États-Unis, mais c'est certainement très sensible en Inde, en Afrique et ailleurs. Donc ce graphe vous montre tout d'abord l'enveloppe que l'on peut concevoir pour l'effort du secteur, et ceci en fonction du prix de la tonne de CO2 qui est déterminé par l'objectif. Donc plus on va vers un objectif 2 degrés, voire un objectif 1,5 degré, puisqu'il est mentionné dans l'accord de Paris, eh bien on a une courbe de saturation. On atteint progressivement un niveau tout à fait élevé de réduction des émissions de CO2 équivalent du secteur jusqu'à 7 à 8 milliards de tonnes. Maintenant, si vous faites ça avec ces effets sur le CO2 et le méthane, vous avez en fait des pertes de calories par habitant qui sont importantes. Et je crois que ces pertes de calories, c'est pour les pays en développement néanmoins qu'elles sont tracées. Donc vous atteignez 200, 250, 300, et ça commence à probablement avoir des effets en termes de sous-nutrition. Donc là, vous avez, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, des modélisations qui sont faites en prenant certains groupes de pays, en considérant que les pays industrialisés d'une part, plus certains pays, mettons l'Inde, sont pris en compte. Et vous voyez que dans le cas de l'Inde, on n'a pas grand-chose à gagner en atténuation, et on a beaucoup à perdre en calories par habitant. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce travail, on a inclus le scénario de stockage de carbone. Donc vous avez ici cette boîte en marron qui vient s'ajouter aux autres mesures, les autres mesures étant la réduction du N2O, la réduction du méthane et la déforestation évitée pour aller vite. On peut rajouter, pour atteindre la cible des 2 degrés, eh bien, on peut ajouter à la place de la déforestation évitée, par exemple, du stockage de carbone, et puis on peut agir un petit peu moins, par exemple, sur le méthane et un petit peu plus donc sur le carbone du sol. Et vous voyez que dans ce cas-là, ce triangle qui se rapporte à l'échelle de droite, qui vous indique la perte de calories, vous étiez ici dans le scénario des 2 degrés sur une perte de calories de l'ordre de 150 à 200, et bien vous passez grâce au stockage de carbone sur une perte de calories qui est entre 50 et 100. Et si on prend le scénario du 1,5 degré, alors scénario très radical et très improbable, il faut bien le rappeler, la perte de calories devient très forte si on joue uniquement sur le méthane, N2O et déforestation évitée, et elle est tout de même contenue en deçà de 150 si on peut stocker du carbone dans le sol. Donc il y a vraiment un raisonnement un petit peu intégratif là qui vous montre qu'on peut avoir des co-bénéfices en termes de sécurité alimentaire et en termes d'effet de serre. Voilà, donc suite à ces raisonnements, il y a cette initiative qui a été lancée dans le cadre de la COP21, de l'agenda d'action Paris-Lima, et aujourd'hui elle a de l'ordre de 160 signataires et une trentaine de pays. Donc lors de la COP22, l'initiative aura une gouvernance qui va être adoptée et va pouvoir commencer à développer des projets. Donc je crois que j'ai déjà dit un petit peu ça. Je voudrais insister sur le fait que le stockage de carbone ne peut se développer que pendant une durée limitée, peut-être 30 à 50 ans localement, jusqu'au moment où on va atteindre un nouvel équilibre. Et bien sûr, il faut pouvoir démontrer l'augmentation des stocks et surtout maintenir cette augmentation des stocks pendant plusieurs décennies.
Et là, vous avez vraiment le talon d'Achille de l'initiative 4 pour 1000, c'est évident. C'est que on va pouvoir éventuellement financer des agriculteurs ou bien développer des projets pour stocker du carbone dans le sol. Mais comment diable va-t-on faire pour garantir qu'ils vont conserver cette pratique pendant 25, 50 ou 100 ans? Ça, il n'y a pas grand monde qui ait une réponse aujourd'hui, bien évidemment. Et je vais prendre juste un exemple pour vous dire ce qui se fait en Australie, puisque c'est le seul pays qui a un marché carbone pour les terres agricoles. Eh bien, ils ont d'une part un système de monitoring qui leur permet, disons, de certifier la variation de stock qu'un agriculteur va avoir en fonction de pratiques améliorées. Et ensuite, il y a un contrat, et ce contrat, il porte sur 25 ans. Donc, 25 ans, c'est sans doute pas exactement ce qu'il faudrait au regard de la Convention climat, parce qu'il faudrait que ce soit 100 ans. Enfin, c'est quand même un engagement très fort. Alors, je sais pas, ça semble se développer tout de même assez bien en Australie. Je n'ai aucune idée de comment, disons, en Europe, on pourrait ou non avoir des agriculteurs qui signent quelque chose sur 25 ans. Ça me laisse simplement un petit peu rêveur, je ne sais pas. Alors, il y a des aspects agronomiques, j'ai pas le temps de détailler, mais bien évidemment, on va pas pouvoir augmenter le carbone dans le sol sans apporter du phosphore, enfin, sans immobiliser du phosphore, de l'azote dans le même temps. Si on faisait ça uniquement avec des engrais minéraux, ça coûterait trop cher et ça polluerait. Donc, il faut trouver des solutions pour utiliser la fixation biologique, des mycorhizes, ainsi de suite, pour, dans la mesure du possible, éviter le recours à la fertilisation minérale, additionnelle en tout cas. Bon, enfin, ce que je dis là est un peu simpliste. Dans certains cas, ça peut être justifié s'il faut augmenter les rendements, par exemple en Afrique. Bien sûr, ça pose des questions de gestion de l'eau, mais un sol qui est amélioré peut aussi avoir une meilleure rétention de l'eau, et donc ça peut être assez favorable. Alors je termine, j'imagine que je suis déjà un peu hors délai, excusez-moi, j'ai encore 3 diapos, ça va aller assez vite. Pour donner une vision que j'ai essayé de développer parce que la FAO m'avait demandé une réflexion pour le rapport SOFA, donc voilà, en me disant est-ce qu'il n'y a pas des synergies dans tout ce qu'on raconte? Et j'ai tout de même l'impression qu'il y a beaucoup de synergies parce que si vous avez des paysages où on restocke du carbone dans le sol ou dans la biomasse, eh bien cela va augmenter, enfin favoriser le cycle de l'eau, favoriser le microclimat. D'autre part, vous avez certainement un deuxième objectif, mais qui n'a pas de raison d'être indépendant du premier, qui est d'avoir une meilleure efficience et une réduction des émissions de gaz à effet de serre par unité de produit. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle en anglais le land sparing, l'économie des terres. Hein. Mais finalement, on peut avoir dans ce processus, si on associe de la diversification et des paysages riches en carbone, on peut avoir une plus grande résilience. Parce que si vous avez des paysages diversifiés, ce sera plus résilient. Et en même temps, vous devez très probablement réduire les pertes alimentaires. Et grâce à la diversification, on peut se demander si on n'aurait pas, disons, des bases de production favorisant des régimes alimentaires plus variés. Ça me semble pouvoir aller dans le même sens. Et puis vous avez cette question de la résilience des systèmes. Mais la résilience, dans sa composante agronomique du moins, peut être favorisée à la fois par la diversification et par peut-être ces régimes alimentaires variés. Alors pour aller très vite, il me semble donc qu'on aurait besoin de travailler sur ces paysages où on combine différentes techniques pour enrichir en carbone, matière organique les sols, mais aussi avoir de la forêt ou des éléments qui sont également sources de stockage mais sources d'adaptation. On peut avoir une meilleure efficience de la production, réduire les émissions, l'intensité carbone de la production agricole. Il faut évidemment travailler sur la réduction des pertes et gaspillages, aller vers des régimes alimentaires mieux équilibrés, et finalement tout ceci semble assez compatible avec l'idée d'avoir une meilleure résilience face à la variabilité climatique, notamment grâce à la diversification. Alors peut-être que dans la manière dont nous parlons de ces sujets, il y a quelques considérations qu'il faudrait faire évoluer. Par exemple, je pense qu'on ne réalise pas suffisamment à quel point les sols sont peut-être centraux pour les enjeux d'adaptation et d'atténuation. Donc c'est bien ce qu'on raconte dans l'initiative 4 pour 1000. On voit aussi que l'élevage, c'est vraiment un point clé pour l'atténuation. Et en même temps, l'élevage, c'est un amortisseur en termes de pauvreté dans le monde en développement. Donc, il va falloir travailler sur des systèmes plus efficients, mais aussi une meilleure intégration avec les cultures.
Et puis vous avez ces enjeux, comment finalement on peut avoir des régimes alimentaires plus diversifiés, qui soient mieux équilibrés au plan nutritionnel, et comment ça peut rejoindre les enjeux de diversification des systèmes agricoles, diversification qui permettrait d'avoir plus de résilience face à la variabilité climatique. Et si vous recyclez mieux tous ces produits qui sont gaspillés, vous pouvez aussi aller dans le sens d'une bioéconomie qui est vertueuse pour le climat. Voilà, donc dans les concepts qu'on peut vouloir faire évoluer, l'intensification durable, qui est un concept assez dominant en agronomie, il faudrait se dire qu'elle n'est peut-être pas suffisante, il faut inclure ces questions de diversification, d'agroécologie, d'intensification écologique. Lorsque l'on réfléchit à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il y a, je pense, derrière, et ça me semble vraiment impératif, l'idée qu'il faut aussi une sécurité environnementale. Autrement dit, on ne pourra pas avoir une sécurité alimentaire et nutritionnelle si on n'a que des sols dégradés. Donc tout ça se tient. Et puis du coup, l'agriculture intelligente face au climat, on l'avait dit, je me tourne vers Emmanuel, lors de la conférence en 2015, eh bien, il faut l'étendre au système alimentaire et il faut l'étendre à la gestion intégrée des paysages. Voilà. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions brûlantes? C'est bon. Merci pour la présentation. Juste, est-ce que vous pouvez remontrer le slide où il y a les pertes en calories en fonction du stockage du carbone? Ok. Si je comprends bien, en fait, dans tous les scénarios, on a quand même une perte en calories, non? Exact. C'est triste, mais c'est exact. Alors, si vous voulez, là on est, je précise juste comment ça a été fait, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce domaine, mais enfin, c'est un modèle qui s'appelle Globium, qui est le modèle de Gaza, c'est un modèle biophysique et socio-économique. Et si vous voulez, ils font varier finalement, par des outils économiques, les émissions et la production. Donc le fait de recourir à des outils économiques a ces implications-là. On pourrait d'une certaine manière imaginer que, en tout cas c'était le cas, je ne l'ai pas cité ici, mais de l'étude que l'on avait fait pour la France, qu'il y ait des pistes de réduction des émissions de N2O et parfois de méthane qui soient vertueuses en termes d'économie. Parce qu'on a montré dans le cas de la France qu'on avait probablement une surfertilisation azotée et qu'on pouvait réduire l'apport de fertilisation en ayant un bénéfice pour les agriculteurs. Donc je ne dis pas que c'est facile à faire, il y a plein de barrières, il y a plein de questions autour, mais ça, typiquement, c'est pas quelque chose qui serait pris en compte dans la modélisation de Gaza. Parce que, en fait, là, je pense que le message pour les pays du Sud, c'est quand même assez dur, quoi. Ah oui, c'est assez dur, et faut pas le masquer, parce que si l'agriculture n'est jamais rentrée dans les négociations, c'est bien pour ça. Un pays comme l'Inde a très bien compris ces enjeux. L'Inde, vous le savez, est dans une situation de sécurité alimentaire extrêmement fragile, et pour eux, il n'est pas question, je crois toujours aujourd'hui d'ailleurs, d'avoir des politiques qui encourageraient ces efforts d'atténuation de manière très active, parce que pour eux, il y a un véritable enjeu de montée des prix alimentaires et donc d'insécurité. Donc il y a vraiment une fracture nord-sud sur ce dossier. Je crois que vous parliez de co-bénéfices en termes de sécurité alimentaire. Alors ça, je le disais pour le carbone du sol. J'ai essayé d'expliquer que sur la partie carbone du sol, si vous restaurez des sols dégradés, y compris en Inde, eh bien là, vous pouvez augmenter les rendements et vous pouvez en même temps avoir un effet vertueux pour le climat. C'est bien pour ça que lors de la COP21, c'est ce point-là qui a été pris. Ok, merci. Bonjour, merci pour votre exposé. Je suis un petit peu naïf, novice, excusez-moi, concernant ces questions de carbone dans le sol. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement avoir gardé le carbone dans le sol? Est-ce que c'est une histoire de capture-séquestration? Est-ce que c'est une histoire de on met une poudre sur le sol qui va faire absorber physiquement ou chimiquement le carbone dans le sol? Est-ce que c'est des molécules qui vont se... Si vous pouvez préciser un petit peu. Oui, merci. Alors merci pour la question. Donc effectivement, ça n'est pas une poudre de perlimpinpin. C'est quelque chose d'extrêmement simple.
c'est tout simplement que vous avez de la photosynthèse, vous créez des tissus végétaux avec la photosynthèse, une partie des tissus végétaux est récoltée, l'autre partie revient au sol, soit c'est de la litière aérienne, soit c'est des racines qui se décomposent, et si vous apportez suffisamment de cette matière organique au sol, ça peut être aussi d'ailleurs des effluents d'élevage, du fumier, du lisier, eh bien cet apport de carbone organique au sol est supérieur à la respiration du sol, donc à la décomposition de la matière organique, et dans ce cas-là, vous allez avoir une accumulation de matière organique. Comme la matière organique, ça comprend 40 à 50% de carbone, ça se traduit par une accumulation de carbone. Donc on est vraiment sur les fondamentaux de l'agronomie là, hein. On n'est pas du tout sur une innovation technologique. Je vous remercie beaucoup. Je voulais vous poser une question. Alors, concernant la diversité, la diversification des agricultures, c'est une question très précise. Dans le sud-ouest, ils cultivent majoritairement du maïs, qui, dans les fonds de vallée, on utilise l'eau des cours d'eau, mais sur les plateaux, on utilise énormément d'eau. Alors que dans certains endroits, cela commence à être cultivé du sorgho. Le sorgho est beaucoup moins gourmand d'eau. Et quand je pose la question aux agriculteurs autour de moi, ils me disent « Ah non, le sorgho, c'est absolument immangeable c'est quelque chose qui est immangeable par les vaches, parce que évidemment, le maïs est essentiellement consacré aux vaches, aux bovins. » Voilà, je voulais vous poser la question sorgho ou maïs. Et alors, je suis pas sûr d'avoir tous les éléments, mais enfin, disons qu'effectivement, ce qu'on peut confirmer, c'est que le sorgho, il y a un effet d'économie d'eau qui est important. C'est une plante qui est plus efficiente en termes d'utilisation de l'eau et qui tolère mieux les déficits. Hein. Donc, c'est une véritable piste pour le sud-ouest, effectivement. Après, vous avez raison de souligner les enjeux de qualité. Et ces enjeux de qualité, on peut les travailler aussi dans les filières. C'est-à-dire que ça peut se travailler en termes de process de transformation. Peut-être que Jean-Louis, tu peux en dire plus. Non, il n'y a absolument aucun problème pour nourrir des vaches laitières avec du sorgho ensilé comme du maïs en silage. En gros, c'est un petit peu moins digestible, mais pas beaucoup. Mais l'animal en mange un peu plus, donc ce qui compense. Donc il y a eu pas mal d'études de fait, soit par l'INRA d'ailleurs, soit par l'Institut de l'élevage là-dessus. Il y a toujours des histoires de variétés, donc il faut toujours progresser, mais c'est une piste réellement très crédible pour le sud-ouest, hein, clairement. Même pour d'autres régions, pour s'assurer à certains moments parce qu'on va avoir aussi des risques climatiques et des périodes de chaud, y compris un peu au nord de la Loire. Donc voilà. Bonjour, merci pour votre exposé, passionnant. Si je suis ce que disait la FAO, et on va falloir doubler la production alimentaire dans les prochaines décennies du fait de l'augmentation de la population mondiale, comment est-ce que ça s'inscrit par rapport à votre schéma? Et est-ce que ça s'inscrit notamment avec des approches agroécologiques ou alors des approches plutôt traditionnelles, conventionnelles? Bon, alors il y a vraiment beaucoup de choses dans cette question, hein. Donc je vais essayer de donner quelques éléments simplement. Donc d'une part, le 50 à 70% de la FAO, je pense qu'il va être revisité à un moment donné, ils sont en train d'y travailler. C'est, je crois, sur la base de tendances dans les transitions alimentaires, donc vous en avez certainement parlé, je pense qu'on a aussi les études de l'INRA là-dessus qu'il faudrait reprendre, mais c'est une projection qui, par exemple, peut ignorer le fait que les régimes alimentaires sont en train d'évoluer vers moins de viande, par exemple en Europe. Ça, c'est des choses qui n'ont pas pris en compte, hein. Donc, premier bémol. Deuxième bémol, c'est sur des stratégies agronomiques tout à fait classiques. Il n'y a pas du tout d'agroécologie dans ces projections qui avaient été faites. Voilà. Néanmoins, c'est un point de référence important, puisque c'est un travail d'experts qui a été fait avec beaucoup d'experts de terrain de la FAO, donc il y a un petit peu de crédibilité là-dedans, au départ au moins. Alors le problème, c'est effectivement de savoir comment on peut avoir des alternatives. Alors je crois que Bertrand en parlerait mieux que moi. Il y a Agrimonterra, où il y a eu un travail de prospective
Mais enfin, c'est compliqué la prospective, hein, donc vous avez beaucoup de variables qui sont agrégées pour faire des scénarios, c'est très multidimensionnel. Et vous avez des modèles, donc typiquement ce que je vous ai montré, ce gros modèle là, Globium, enfin il y en a quelques autres, qui font ces projections. Et je dirais que j'ai travaillé avec eux, dans les projections qu'on a pour 2050, il n'y a que dans un scénario socio-économique où la population mondiale augmente de manière modérée, où il y a beaucoup de transitions qui sont facilitées par des transferts de technologie, etc., où on atteint une sécurité alimentaire qui n'est pas dégradée, avec pratiquement pas d'effet négatif sur l'usage des sols. Dans les autres scénarios socio-économiques, donc le scénario tendanciel, et un scénario qui est plutôt plus pessimiste, et où typiquement la population mondiale augmente beaucoup, il y a beaucoup de pauvreté dans certaines régions, eh bien on a dégradation de la sécurité alimentaire, et on a augmentation plutôt de la déforestation. Donc très clairement, la plupart des projections sont tout de même modérément optimistes. Hein. Je pense qu'Agrément de Terra nous dit la même chose. Donc c'est très important de travailler sur tout ça. Et encore une fois, je crains qu'on n'ait pas tout vu, parce que je suis en train de travailler avec IASA sur l'inclusion de la dégradation des terres dans leur modèle, ce qu'ils n'avaient pas fait. Eh bien, ça s'améliore pas. Voilà. Donc, je pense personnellement qu'on a beaucoup de travail devant nous et qu'il faut surtout qu'on arrive à porter ces sujets au niveau où ils sont, c'est-à-dire au niveau mondial. On peut avoir énormément de connaissances locales, si on n'est pas capable d'avoir une vision de ce qu'il faut faire au niveau mondial, on va pas réussir à atteindre les objectifs. Pas être pessimiste, hein. Je pense que techniquement, il y a plein de choses qui sont... Les solutions techniques, on les connaît pratiquement. Le vrai challenge, il est sur l'échelle mondiale. Comment peut-on obtenir un consensus pour que, en gros, il y ait des investissements dans notre secteur, qu'on prenne le problème à sa dimension. Vous avez des investissements faramineux dans la transition énergétique. Si on avait des investissements, ne serait-ce que d'un log en dessous pour la transition alimentaire, bah probablement on y arriverait. Hein. Merci beaucoup Jean-François, je crois que ça recadre un petit peu les enjeux et les objectifs.